on se lance dans une exploration du référencement Google. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux comment marche cet algorithme et quels sont les leviers pour essayer d'atteindre le haut du classement. Oui, bonjour. Et on a pas mal de matières, hein. Les documents qu'on a regardés couvrent les bases de l'algo, des exemples concrets, l'impact sur les utilisateurs, les techniques plus poussées, et même les pratiques un peu limites, on va dire. Et puis, ce qui nous attend, c'est un domaine qui bouge tout le temps. C'est clair. Bon, alors, essayons de démystifier un peu tout ça. Qu'est-ce qui compte vraiment pour Google aujourd'hui et demain? Alors, si on décompose, historiquement, il y avait le PageRank, très basé sur les liens entrants de qualité. Ça existe toujours, c'est un facteur, mais c'est loin d'être le seul. On parle de centaines de critères maintenant. Des centaines, carrément? Oui, oui. Et ce qui a pris une importance énorme, c'est la compréhension sémantique. Avec l'IA, comme BERT ou MUM, Google essaie vraiment d'être pigé le sens profond d'une requête, le contexte. Plus juste les mots-clés bruts. D'accord, et c'est là qu'on entend parler de IEAT. Exactement. Expérience, expertise, autorité et confiance. Trustworthiness, en anglais. C'est fondamental, surtout pour ce que Google appelle les sujets YMIL. Your Money, Your Life. Tout ce qui touche à la santé, aux finances. Logique, il faut des sources fiables. Voilà. Et l'ajout récent de l'expérience, le E en plus, ça montre qu'il valorise aussi le vécu, l'authenticité. C'est pas juste l'avis d'un expert théorique. Et puis, faut pas oublier le côté technique. Ah oui, l'expérience utilisateur. C'est ça, les Core Web Vitals. En gros, la vitesse de chargement, LCP, la réactivité du site quand on clique, INP, et si la page est stable visuellement, CLS. Ça s'ajoute directement dans le classement, surtout sur mobile. Très clair. Et en pratique, ça donne quoi? Les sources de données des cas concrets. Une petite entreprise locale, genre sur WordPress. Là, typiquement, c'est le SEO local qui prime. Il faut du contenu bien ciblé sur la zone géographique, peut-être des pages par ville ou quartier, un bon maillage interne. Et pour un site e-commerce, disons, dans la mode. Souvent sur Shopify, oui. Là, c'est la structure du site qui est clé. Des catégories claires, des fiches produits super détaillées, bien optimisées. Pas forcément besoin d'aller chercher des tonnes de liens au début. Mais l'optimisation on-page, elle, doit être impeccable. Intéressant. Et un photographe de mariage? Lui, il peut cartonner avec un blog. Donner des conseils utiles, partager son expérience. Ça renforce son expertise, son autorité. Les avis clients, c'est crucial aussi pour la confiance, le T de E, EAT. D'accord. Et même dans l'immobilier, avec des outils comme Odoo, j'ai vu qu'il parlait de contenu très frais, des pages par quartier. Tout à fait. C'est toujours cette idée de cultiver le EAT, mais adapté au secteur, montrer qu'on est la référence locale, fiable et experte. Et tout ça, l'impact sur l'utilisateur, il est mesurable, hein. Ah oui, très nettement. On sait que le taux de clic, le CTR, il dégringole après les 2-3 premières positions. Le numéro 1 peut rafler quasiment 40% des clics sur certaines requêtes. Oh ouais, quand même. C'est énorme. Mais attirer le clic, c'est pas tout. Google regarde ce qui se passe après. Est-ce que les gens restent sur le site? Est-ce qu'ils interagissent? Un faible taux de rebond, un temps passé long, c'est des signaux indirects que la page est pertinente. Et ça convertit bien le trafic SEO. Oui, en général, c'est un trafic très qualifié. Les chiffres donnés sont assez parlants. Un lead qui vient du SEO convertit autour de 14-15% contre moins de 2% pour de la prospection sortante classique. Mais il y a aussi ce truc du zéro clic, non? Google qui répond direct. Exactement. Ça monte beaucoup. Aux US, on parle de presque 60% des recherches qui ne mènent à aucun clic vers un site externe. Google affiche la réponse dans un encadré, une featured snippet, ou bientôt avec son IA générative. Donc l'enjeu, c'est aussi d'être visible dans la page de résultats Google elle-même. Ce qui peut pousser certains à, disons, franchir la ligne jaune. Malheureusement, oui. C'est là qu'on aborde le Black Hat SEO, les techniques qui vont à l'encontre des règles de Google pour essayer de manipuler les classements. Comme quoi, par exemple, les sources parlaient de... On trouve des choses comme le spam de fiches Google Business Profile, créer plein de fausses fiches locales. Ou alors, aspirer le contenu d'autres sites, le scrapping, et générer automatiquement des pages bas de gamme. Et puis il y a le cloaking. Le cloaking, c'est quoi exactement? C'est montrer une page différente aux robots de Google et aux visiteurs humains. Par exemple, une page pleine de mots-clés pour Google et une page normale pour l'internaute. C'est formellement interdit et Google est assez bon pour le détecter, en comparant ce que voit son robot et ce qu'affiche un navigateur. Et les PBN, ces réseaux de blogs privés? Ah, les Private Blog Networks, c'est une vieille technique pour créer des liens artificiels. Google combat ça activement, notamment avec son IA SpamBrain. Souvent, ces liens sont juste ignorés, neutralisés. Et si on se fait prendre à utiliser ces méthodes Black Hat, les risques sont sérieux, hein?
Très sérieux. Ça va du simple déclassement à la désindexation complète du site y disparaît de Google. Ou alors une pénalité manuelle infligée par un employé de Google. Et ça, c'est parfois très long et compliqué à faire lever. Google communique là-dessus, sur sa capacité à détecter. Oui, ils disent que Spam Brain est de plus en plus efficace, qu'il a multiplié par 5 la détection de spam en 2022. Ils affirment que plus de 99% des résultats affichés sont propres. Bon, ça reste leur communication, mais clairement, le risque augmente. Le jeu en vaut de moins en moins la chandelle sur le long terme. D'accord. Et si on regarde vers l'avenir? Alors, l'IA, on y revient toujours. La SGE de Google. La Search Generative Experience, oui. C'est Google qui va générer directement des réponses complexes grâce à l'IA, en haut des résultats. Ça pourrait potentiellement réduire le trafic qui arrive sur les sites via les liens bleus classiques. Et donc, un nouveau métier. Le GEO, Generative Engine Optimization. C'est ça, l'idée d'optimiser son contenu pour être bien repris, bien cité dans ses réponses générées par l'IA. C'est un nouveau défi. Ajoute à ça la fin des cookies tiers qui va renforcer l'importance des données que les sites collectent eux-mêmes. Les données first party. Voilà. Et une recherche qui devient plus naturelle, plus conversationnelle, peut-être plus visuelle ou vocale aussi. Donc, pour résumer un peu tout ça, Disons que le SEO, c'est vraiment une discipline qui demande une adaptation constante. C'est un équilibre entre la technique pure, la création de contenu qui apporte une vraie valeur ajoutée, et la compréhension fine de ce que cherchent les utilisateurs. Les tentatives de manipulation, même si elles peuvent paraître tentantes, elles sont de plus en plus détectées et les risques sont vraiment importants. et donc, la question qui reste peut-être, avec l'IA qui arrive en force, c'est comment on arrive à créer du contenu qui soit à la fois optimisé pour ces nouveaux algorithmes, mais qui reste surtout fondamentalement utile, fiable, pertinent pour les êtres humains derrière leurs écrans. C'est sans doute ça le vrai défi pour les années qui viennent.